Donc on continue. Donc on continue maintenant avec discussion sur le modèle balance. Donc maintenant qu'on sait que dans Ethereum ça fonctionne à base d'état, de transition d'état, que les blocs sont censés que les transactions dans les blocs peuvent donc lire et écrire des données qui sont persistantes, okay, qui font partie de l'état de la chaîne. À ce moment-là, ça nous permet de passer au modèle balance. Okay? Donc, on connaît le modèle UTXO de Bitcoin, où donc les transactions sont des entrées puis des sorties qui sont référencées et tout ça. Bon, voilà. Maintenant, dans Ethereum, ce qu'on peut faire, ben, on sait que les nœuds maintiennent un état de la chaîne, et dans l'état de la chaîne, il y a des paires de clés-valeurs. Donc, on pourrait avoir, par exemple, comme donc une donnée qui pourrait être écrite, une variable qui pourrait être écrite dans l'état, ce serait par exemple la balance de l'adresse X, okay, AFF29, sa balance est de 920, la balance de quelqu'un d'autre est de 30, etc. Donc à ce moment-là, maintenant qu'on a le concept de balance, ben, les transactions peuvent se servir des données qui sont dans les états pour pouvoir donc modifier cet état-là dans le bloc pour le prochain état. Donc, maintenant, la transaction, au lieu de référencer des entrées puis des sorties, peut tout simplement dire, OK, personne adresse telle, reçoit 10 Ether de telle adresse. OK? Et donc, cette logique-là va être essentiellement exécutée par la machine comme étant, je dois lire donc la variable de cette adresse, retirer 10 Ether, lire la variable de l'autre adresse et ajouter 10 Ether. Donc maintenant, on peut complètement implémenter le modèle balance dans Ethereum parce qu'on a donc des états qui sont maintenus, qui sont persistants. OK? Donc, alors que dans Bitcoin, OK, on pourrait peut-être, ça aurait pu être comme ça, on aurait pu dire par exemple là, que tous les machines doivent maintenir tous les UTXO, puis que c'est la responsabilité des full nodes par exemple de déterminer quelle entrée et sortie, mais c'est vraiment comment dire un peu trop compliqué là, ou c'est pas automatisé à ce niveau-là dans Bitcoin. Donc à ce moment-là dans Bitcoin c'est la responsabilité du client là, d'identifier exactement ses entrées puis ses sorties, alors que dans Ethereum, c'est beaucoup plus simplifié. Okay? Donc ça, c'est une différence à vraiment retenir. Okay? Donc si vous avez une préférence pour un des deux, si vous préférez UTXO en tant qu'utilisateur ou si vous préférez Balance, ça pourrait influencer là, votre choix là, de crypto-monnaie. Ok, donc là maintenant on va parler un peu plus là, de comment les contrats sont... les smart contracts sont réalisés là, ou sont de façon là, un peu plus conceptuelle. Là, donc si on prend le point de vue d'un full node, donc le full node donc maintient la chaîne de blocs et maintient donc une base de données qui contient l'état de la chaîne. Okay? Et donc cet état de la chaîne, si tu es un full node, contient 1024 versions là, de l'état. Okay? Donc là, qu'est-ce qui se passe dans Ethereum quand quelqu'un déploie un nouveau contrat, donc définit un nouveau contrat? Le contrat, tout simplement, c'est une donnée qui peut être écrite dans la blockchain. Okay? Donc on va avoir un type de transaction spéciale qu'on appelle un déploiement de contrat qui va contenir donc le code exécutable essentiellement là, du contrat dans une transaction. Okay? Donc par exemple, imaginons là, que je crée un contrat ici qui est pour... j'ai une application de registre de propriété, donc j'aimerais maintenir par exemple pour chaque propriété quels sont les titres de propriété de chaque adresse. Et donc c'est un contrat qui va donc créer des nouvelles variables qui s'appellent adresse.titre. Et pour chaque adresse.titre, je vais avoir des valeurs et ça représente donc l'identifiant de différents titres de propriété. Et par exemple, la méthode principale que je veux supporter, c'est la méthode de transfert qui permet de transférer donc un certain titre d'une personne à une autre personne.
Okay? Donc, dans mon contrat que je vais écrire dans Solidity, je vais définir toutes ces variables-là. Je vais implémenter la fonction de transfert pour implémenter la logique que je veux. Et ce contrat-là, donc, peut être compilé et donc compilé en bytecode et inséré dans une transaction de déploiement qui va éventuellement aller dans la blockchain. Donc, une fois que mon contrat est dans la blockchain, à ce moment-là, les transactions futures peuvent utiliser, donc, appeler les méthodes de mon contrat. Donc, par exemple, dans le bloc 4 ici, je peux avoir une transaction D, et cette transaction D pourrait, donc, à l'intérieur, dire je vais appeler la fonction de transfert avec tel paramètre. Et là, le mineur, donc le full node, qui mine ce bloc-là, qui décide d'inclure la transaction D, va donc à ce moment-là, quand il est au moment d'exécuter la transaction D, donc normalement dans Bitcoin, c'est exécute là, le script de la transaction. Ici, j'exécute là, donc le code qui est référencé par la transaction, qui transfère ça. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le mineur va donc retrouver le contrat, le code du contrat dans l'ancien bloc. Okay? Donc ça, c'est un concept qui est vraiment intéressant parce que dans Bitcoin, le script de Bitcoin est hard-coded dans le code de Bitcoin. Donc je n'ai pas besoin d'aller fouiller dans les blocs. Je sais exactement comment exécuter toutes les fonctions qui sont dans tous les opérateurs dans le script parce que c'est hard-coded. Mais ici, c'est pas pareil. Ici, les transactions peuvent référencer essentiellement de façon dynamique des méthodes qui ne sont pas dans le code qui ne sont pas hard-coded dans Ethereum, mais qui sont plutôt implémentées dans des contrats qui sont eux-mêmes des données dans la blockchain. Okay? Donc, transaction 2, il peut appeler la fonction de transfert, et là, le full node doit aller trouver le contrat pour exécuter la fonction, et à ce moment-là, l'état de la fonction va affecter, donc, l'exécution de cette fonction-là va affecter l'état de la chaîne. Donc, quand moi, je mine le bloc 4, je dois inclure dans le bloc 4 un hash de l'état de la chaîne après avoir appliqué le bloc 4. Et une fois que j'ai terminé de miner le bloc 4, je l'envoie aux autres mineurs. Les autres full nodes vont appliquer toutes les transactions dans le bloc et ils vont faire exactement le même processus. Donc, ils vont aller fouiller pour les contrats, exécuter la même chose, blablabla. Et une fois que toutes ces transactions sont exécutées, l'état de la chaîne qui est le résultat du bloc 4, je peux faire le hash de ça et ça doit correspondre au hash qui est écrit dans le bloc 4. Okay, j'aurais dû ajouter une autre entrée ici qui dit hash d'état, mais on va voir ça plus en détail la semaine prochaine. Ce qui est important à comprendre pour l'instant, c'est que les contrats eux-mêmes sont des données qui sont écrites dans la blockchain. Et ça, c'est vraiment important parce que ça améliore donc la fiabilité de la réplication parce que puisque le code lui-même est une transaction sur la blockchain, elle est aussi immuable. Donc elle est immuable et répliquée partout dans le réseau. Donc tout le monde va exécuter exactement le même code. Okay? Il n'y a pas de raison d'exécuter un code différent. Okay? On sait exactement c'est quoi le code parce que c'est dans la blockchain. Et ça permet aussi d'améliorer la transparence du blockchain parce que le code qu'on va exécuter fait partie du blockchain. Okay, donc c'est un code qui peut être normalement vérifié par tous, il est utilisable et vérifiable par tous. Okay? Donc il y a un léger astérisque là, sur l'aspect vérifiabilité parce que ce qu'on écrit dans le bloc c'est un bytecode, c'est pas le code source en Solidity. Donc, mais il y a des façons là, de vérifier pareil là, le bytecode là, et s'assurer que c'est un code qui est fiable à utiliser, qu'on peut l'utiliser. OK, donc à partir de ce concept là, de contrat intelligent, ça nous permet là, de développer donc toutes sortes d'applications décentralisées qui sont basées sur les chaînes de blocs. Et à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est les catégoriser en générations. Okay? Donc c'est une façon là, de comprendre ces applications-là. Donc le concept de génération, ça existe déjà là, dans d'autres domaines. Donc par exemple, le plus populairement, c'est dans le web. Donc le web 1.0, le 2.0, le 3.0.
Donc, vous pouvez aller peut-être regarder ça si vous êtes intéressé, là, comprendre c'est quoi le concept de génération de web 1.0, 2.0 et 3.0 qu'on est présentement dans le 3.0. Et aussi, c'est un autre concept qui est utilisé aussi dans l'industrie, donc l'industrie 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0. OK? Donc, c'est quelque chose aussi là, que vous pouvez étudier si ça vous intéresse. Donc, présentement, on est dans l'industrie 4.0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? OK, donc pour le blockchain, on peut faire la même chose. Donc, blockchain 1.0, c'est quoi? C'est la crypto-monnaie, c'est les systèmes qui sont au même niveau là, de programmabilité que Bitcoin. OK, donc c'est essentiellement l'affaire de la crypto-monnaie. Dans le 2.0, et c'est ça qu'on étudie vraiment plus spécifiquement présentement avec Ethereum, c'est le concept là, de world computer ou de marché public d'applications décentralisées. Donc, l'idée, c'est que toutes ces applications ici sont des applications qui fonctionnent à base du web et qui sont hébergées, donc qui essentiellement utilisent là, les ressources d'Ethereum comme étant des ressources là, partagées pour pouvoir donc héberger leur application, l'exécuter de façon décentralisée. Donc le plus connu, c'est CryptoKitty, hein, qui est un jeu là, de collection là, de pets, là, ici, d'animaux ici. Là. Et donc, chacun de ces animaux, de ces kitties, est essentiellement là, un jeton digital, un crypto token. Et la différence ici avec ça est le 1.0, ça c'est des jetons non fongibles, c'est-à-dire que chaque pet doit être unique, chaque animal est unique, donc il y a une logique là, de génération d'animal qui est implémentée dans le contrat intelligent, et donc chaque animal est unique et généré là, de façon unique avec des probabilités différentes, et donc une fois générés peuvent être donc obtenus par une personne, par un joueur, et qui peut ensuite l'échanger aux autres, le vendre, puis tout ça. Okay? Donc c'est ça qu'on a ici, et c'est ça qu'on va se concentrer. Donc, Steemit ici, c'est un réseau social, okay, qui est décentralisé. Donc les données de chaque utilisateur, donc les posts, là, les wall posts là, qu'on met, donc les informations qu'on met dans notre profil sont donc enregistrées dans une blockchain. Et ici, Maker, c'est quelque chose d'un peu différent. C'est sa propre monnaie essentiellement. Okay? C'est ce qu'on appelle un stable coin. Okay? Donc, c'est une monnaie qui essaye là, de garder une valeur fixe, okay? Donc, en s'attachant par exemple avec le dollar américain. Et donc, là, a besoin là, de contrats intelligents et aussi de s'attacher, de s'ancrer sur le réseau de Ethereum pour pouvoir donc activer ces mécanismes de stabilité. Et plus tard, quand on va parler de Hyperledger, on va parler de blockchain 3.0. Donc dans le blockchain 3.0, on parle plus là, de marketplace. Là. C'est pas des applications qui vont nécessairement partager des ressources communes, okay, sur le web. Donc, ou c'est pas des applications qui vont nécessairement aussi seulement résider sur le web, mais c'est peut-être des applications qui vont interagir avec soit des industries, des domaines physiques, okay, vraiment le monde réel. Et donc ça, c'est des applications à plus grande échelle. Là. Donc on parle par exemple de chaîne d'approvisionnement, de logistique, okay, transport de cargo ou de maritime, ça c'est TradeLens. Food Trust, c'est chaîne d'approvisionnement pour les épiceries, pour l'alimentation, par exemple, utilisée par Walmart. Ça, c'est utilisé par Maersk. Donc ça, c'est vraiment des applications importantes. Là. C'est des domaines complets, là. C'est des industries complètes. Donc à ce moment-là, on ne peut pas évidemment là, partager des ressources publiques sur le web là, avec d'autres applications comme CryptoKitty. Ça ne fait pas de sens. Okay? On a besoin de construire des plateformes, des systèmes complets là, dédiés à ces applications-là. Donc ça, c'est vraiment ce qui est le plus sophistiqué, on va dire, donc blockchain 3.0. Donc en termes de ce qu'on va
ce qu'on va parler dans les semaines à venir. Donc ça, c'est le diagramme de l'architecture d'une chaîne de blocs qu'on a présenté au début du cours. Donc dans Bitcoin, on a passé notre temps ici, dans les couches inférieures, donc le consensus, les données, le réseau lui-même. On a parlé beaucoup de Layer 1, donc la blockchain. Et on a parlé un petit peu de Layer 2, qu'on a parlé de Lightning Network. Et maintenant, quand on va parler de Smart Contracts, ben là, on est rendu à une couche différente. On est rendu dans le modèle des contrats. Et à ce moment-là, ça nous permet de supporter des applications différentes. Donc, on a la couche d'application. Et ça va aussi... et ces applications-là doivent être modélisées d'une certaine façon là, pour identifier quels sont les avantages de la blockchain, quel système de blockchain choisir, et comment donc faire la correspondance entre les besoins de l'application et le contrat intelligent. Donc on a besoin d'une couche de modélisation aussi pour ça. Donc on va aussi aborder un petit peu ça. Donc c'est ça qu'on va se concentrer au niveau applicatif, et au niveau systématique, on va rester dans la couche 1 parce que ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est changer la couche 1 et dire qu'on a le droit maintenant de supporter un haut niveau de programmabilité directement sur la chaîne au lieu de le faire hors de la chaîne. Et donc, on va changer ce que la couche 1 est capable de faire avec les contrats intelligents. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va parler de méthodologie d'analyse d'applications décentralisées.